Bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Lecadieux, je suis praticien en thérapie brève, je fais de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique, je suis maître Reiki et j'avais envie de vous parler de ce thème. Et en fait, je vais commencer par vous parler d'une jeune femme qui m'a contacté, qui s'appelle Anne-Laure. Elle m'a contacté à la toute fin du mois de novembre. Et elle me dit, voilà, j'ai des pulsions alimentaires et depuis le mois de septembre, je ne sais pas pourquoi, et il y a des moments, dans la journée, il faut que je mange. Et donc, ça ne me plaît pas du tout parce que je suis en train de commencer à grossir. En plus, ça n'a pas de sens. Et souvent, je mange plutôt des sucreries. Donc, si ça continuait comme ça, ce serait mauvais pour ma ligne, pour ma santé. Et je voudrais bien voir un peu ce qui se passe. Et donc, j'ai reçu Anne-Laure, mais je l'ai reçue comme on fait là tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai reçue en visio chez moi. Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est lui demander est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois de septembre. Et elle me dit rien de spécial. Si, j'ai laissé mon travail, j'ai quitté mon travail. Bon. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'ont commencé ces fameuses pulsions alimentaires. Je l'ai invitée à revivre un moment dans la journée, à repenser à la dernière fois où elle avait ressenti cela, ce besoin impérieux de manger quelque chose. Et elle s'est immergée dedans, elle a revécu la scène et elle a ressenti un moment ce besoin impérieux d'aller chercher de la nourriture. Je l'ai maintenue dans cette sensation, en fait, dans l'émotion qui est là. La sensation, l'émotion. Cette sensation, souvent, la personne va mettre l'étiquette, le mot faim. J'ai faim, puisque quand je mange, ça neutralise cette sensation. Mais on sait bien qu'à 3 heures de l'après-midi, c'est pas vraiment logique après un repas d'avoir faim, donc c'est sûrement pas de la faim. Et donc on a remonté le temps, petit à petit, le temps de l'histoire de cette sensation pour aller trouver la première fois où elle a ressenti ça. Au début, elle me dit, j'ai ressenti ça il y a 2 jours, il y a 8 jours, il y a 1 mois. Et puis à un moment, elle est remontée, elle est remontée, elle est remontée, et elle est arrivée dans le ventre de sa maman. Et elle a été très surprise de retourner dans le ventre de sa maman et elle a retrouvé son jumeau dans le ventre de sa maman. Elle savait déjà qu'elle avait eu un jumeau. Elle était au courant de ça. Elle était surprise parce qu'elle croyait que la problématique associée à ça était réglée et le fait qu'il y ait ces pulsions alimentaires qui viennent à ce moment-là pour lui prouver que non, ça a été ça sa surprise parce qu'elle, elle savait déjà, parce qu'elle avait déjà travaillé là-dessus, qu'elle avait eu un jumeau dans le ventre de sa maman. Et c'est cette mémoire-là qui s'est réactivée quand elle a laissé son emploi, elle a quitté quelque chose qui a pris beaucoup de place dans sa vie. Ça a reconnecté à cette mémoire du jumeau perdu, du jumeau qui est décédé dans le ventre de sa maman. Ça a réactivé donc une sensation qui était compensée par la nourriture. Et donc, j'ai eu envie de vous parler de ça. On appelle ça le syndrome du jumeau perdu. Et je me suis dit, ça va être une bonne chose, intéressante pour nous, pour vous, qu'on parle de ça. Je suis en train de regarder si mon PowerPoint fonctionne. Voilà, magnifique. Donc, on appelle ça le syndrome du jumeau perdu, c'est-à-dire la personne avec un jumeau avec elle dans le ventre de maman, le jumeau est parti, est décédé, et en fait, bien des années plus tard, là, dans le cas que je viens de vous citer avec Anne-Laure, 35 ans plus tard, il y a toujours des perturbations qui sont là. Ces perturbations, ça peut être de l'ordre simplement d'un mal-être. Alors, c'est fou, un mal-être, mais la personne va en parler comme ça parce que c'est mystérieux. Elle ne sait pas pourquoi le mal-être est là. Ça peut être aussi une tristesse récurrente. J'ai un fond triste, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été triste. Ça peut être aussi une addiction. Finalement, on en a eu l'exemple avec Anne-Laure. J'ai un besoin impérieux de faire quelque chose, de prendre une substance, ça pourrait être de la nourriture, ça peut être de l'alcool, ça peut être autre chose, pour gérer, en fait, finalement, ce mal-être. Ça peut être aussi une phobie du bonheur, éviter à tout prix d'être heureux.
c'est difficile à imaginer, à concevoir, je pense pour la plupart d'entre nous, éviter à tout prix d'être heureux. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on va accéder au bonheur. Un sentiment de culpabilité toujours présent, récurrent, mais sans trop savoir mais d'où vient cette culpabilité. Quand il y a un décès quelque part autour, des deuils disproportionnés. La personne est en deuil, mais d'une façon beaucoup trop importante parce que c'est quelqu'un qu'elle connaissait à peine, ou c'est juste un animal, un oiseau qui s'est blessé en se heurtant contre une vitre, ou s'est tué plutôt en se heurtant contre une vitre, et le deuil est disproportionné. Ça peut être aussi des problèmes d'infertilité, des difficultés relationnelles, dans le sens où soit la personne n'arrive pas à tisser de relations stables, satisfaisantes, ou bien, quand elle met en place des relations, elle y veut un côté trop fusionnel, et finalement, ça met en danger sa relation parce que le partenaire, lui, se sent étouffé par la façon qu'a la personne de vivre la relation. Ça peut être aussi des projets inachevés qui ne vont jamais jusqu'au bout, qui ne vont jamais jusqu'à leur réalisation complète, et ça se passe de façon récurrente. Comment Ambre nous en a parlé hier dans sa conférence, quand il y a quelque chose comme ça qui se répète de manière récurrente, on a bien l'idée que là, ce n'est plus le fruit de hasard, mais il se passe quelque chose, il y a comme un logiciel qui est en place, limitant et perturbant. Ça peut être aussi un sentiment de vide qui est là en permanence. Ça peut être aussi une peur de la mort, mais aussi une envie de mourir. D'ailleurs, ça vous montre bien que on pourrait dire les manifestations, les symptômes de cela, ça va un peu dans tous les sens, puisqu'il peut y avoir la peur de la mort ou bien une attirance, une envie de mourir. Et qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas parce qu'on a une de ces manifestations que c'est forcément un syndrome du jumeau perdu. Simplement, si on a perdu un jumeau, il est possible qu'on ait une ou plusieurs de ces manifestations. Et mon idée pour cette conférence, en fait, c'est de voir avec vous, d'aborder des notions, apporter des éclairages, j'espère, sur d'abord comment pouvoir savoir si on avait un jumeau dans le ventre de maman. Et puis, maintenant qu'on le sait, et comment est-ce que c'est possible que cette mémoire soit là? Parce que ce syndrome du jumeau perdu, il peut avoir lieu alors qu'on a perdu notre jumeau 4 semaines après la conception, c'est-à-dire extrêmement tôt, le cerveau n'est pas formé, et ainsi de suite, les organes sensoriels non plus, et n'empêche que cette mémoire, elle est là. Et la mémoire est là, mais qu'est-ce qui fait que cette mémoire déclenche les manifestations, les symptômes dont je vous ai parlé juste précédemment? Et puis enfin, bien entendu et bien heureusement, comment on peut faire pour se libérer de ces souffrances, de ces douleurs, de ces limitations, et en fait, de ce deuil. D'abord, comment on peut apprendre qu'on a eu un jumeau? Alors, c'est possible très directement si la maman le sait. Et la maman le sait, et la maman peut le dire. Mais la maman ne va pas toujours le dire spontanément, parce qu'elle peut avoir une idée de protection pour sa fille ou son fils, et pour la préserver, pour ne pas la perturber, justement avoir l'idée, je ne vais pas lui dire. Et ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que si la perturbation est là, ne pas le dire empêche justement d'aller à la solution pour justement résoudre ce deuil, faire un rituel, un protocole aussi, si on veut. La maman peut avoir l'idée de ne pas le dire, mais il n'y a pas que la maman d'ailleurs. C'est-à-dire que la maman peut ne pas savoir qu'elle avait eu un jumeau, parce qu'au moment de l'accouchement, peut-être qu'il y avait des traces d'un jumeau qui était là, mais peut-être que le personnel soignant a préféré ne pas en parler à la maman pour ne pas la perturber. Alors, c'est une idée, il y a une bonne intention, bien entendu, là-dedans, mais c'est une idée qui peut être contre-productive parce que n'ayant pas l'information, eh bien, ça prive d'une voie, d'un accès à des problématiques qui pourraient se déclencher. Une autre façon de le savoir, un gros indice, c'est est-ce qu'il y a eu un problème pendant la grossesse?
Est-ce que, par exemple, il y a eu un moment d'essaignement et à un moment, dire, oh, oui, à un moment, j'ai eu peur de faire une fausse couche, mais non, il n'y a pas eu de fausse couche puisque tu es là. Ah oui, sauf qu'en fait, l'enfant était là, mais l'enfant n'était pas là tout seul. Il peut y avoir aussi un problème dans le sens où l'enfant, dans le ventre de la maman, à un moment, s'est mis à arrêter de bouger. Le bébé, le jumeau survivant, quand il détecte que son jumeau est en train de mourir et meurt, il n'entend plus son cœur, il n'entend plus ses bruits, il n'a plus sa présence, il peut avoir une réaction par laquelle il va se réfugier, comme se blottir dans un coin, on pourrait dire une forme de prostration, et à ce moment-là, la maman perçoit que, tiens, il ne bouge plus. Mais à l'inverse, il peut y avoir un moment où tout à coup, justement, le survivant se met à bouger beaucoup, un peu comme quelque chose comme de la panique. Donc, à nouveau, on peut avoir les deux. Il n'y a plus de mouvement de la part de l'enfant ou l'enfant se met à bouger d'une façon anormale. C'est un signe, alors évidemment, ce n'est pas la preuve qu'il y a eu un jumeau, mais c'est un signe qui peut alerter la maman et notamment après coup, si elle voit qu'il y a des perturbations qui sont là chez l'enfant survivant. Et parfois, la maman peut dire qu'elle avait l'intuition, le sentiment, l'information qu'effectivement, il y avait un autre enfant. D'autres façons, d'autres techniques pour avoir cette information, c'est d'aller voir des praticiens. On peut, par exemple, faire ce qu'on appelle une régression en hypnose. C'est ce que j'ai fait avec Anne-Laure. On a remonté le temps, on a remonté le fil de l'histoire d'une problématique et nous sommes arrivés dans le ventre de maman et nous sommes arrivés à l'information. Et l'information est bien revenue. Je l'ai fait en l'ancrant et en la questionnant sur quand est-ce qu'elle avait déjà ressenti cette émotion, si c'était la première fois qu'elle l'avait ressentie. Chaque fois qu'elle me dit non, je repose la même question. Je lui dis, alors laisse venir un souvenir où cette émotion était là. Et c'est comme ceci qu'elle remonte le temps pour arriver. C'est une façon de faire. On peut le faire debout, assis. Il y a d'autres façons de faire. Ça peut être aussi avec des tests de kinésiologie. Finalement, avec un test de kinésiologie, on interroge par le corps, mais finalement, on interroge l'inconscient. Et l'information, elle est là au niveau inconscient. C'est pour ça qu'on peut la retrouver de diverses façons. Ça peut être aussi avec la micro-kinésithérapie, avec des micro-palpations, où le praticien va détecter une zone stressée et va avoir accès à l'information qui a généré ce stress. Ça peut être aussi en faisant appel à un médium, une personne qui a un don pour recevoir ces informations et qui va donner l'information. Ça peut être aussi quelqu'un qui va utiliser un pendule, mais le pendule, à nouveau, c'est interroger le champ inconscient et c'est le corps qui répond, qui se connecte et qui obtient la réponse en faisant tourner le pendule. Ça peut être aussi une régression de l'enfant, c'est-à-dire que quand l'enfant est jeune, on dit jusqu'à l'âge de 4 ans, on peut lui demander, la maman pourrait lui demander, tu te souviens quand tu étais dans mon ventre et c'était comment quand tu étais dans mon ventre? Et là, c'est tout à fait surprenant, mais il peut y avoir une réponse qui vienne et l'enfant a la mémoire encore, qui peut encore remonter à sa conscience aussi directement que cela, qu'en fait, il était accompagné dans le ventre de la maman. Et puis aussi, et peut-être que ça va être le cas pour certains d'entre vous, c'est possible, il peut y avoir un moment où quelqu'un assiste à une conférence comme on est en train de faire, assiste à une vidéo, un reportage, et ça lui vient à l'esprit comme une évidence. Mais oui, c'est ce qui m'arrive, c'est une certitude. Et cette évidence, elle est d'autant plus probante qu'elle vient d'une façon très rapide. Par exemple, j'ai eu la semaine dernière, il n'y a pas longtemps, jeudi de la semaine dernière, une cliente, Christelle, qui vient me voir en me disant, voilà, je viens vous voir parce que j'ai des problèmes, je fais des crises de tétanie. Christelle a à peu près 55 ans, je fais des crises de tétanie, je suis même allé aux urgences à cause de ça.
J'ai un projet immobilier, mais j'ai vraiment peur d'y aller. Je me souviens quand j'avais acheté ma première maison, c'était pareil, j'avais peur d'y aller, je l'avais déjà reçue. Et pour une réorientation professionnelle, il y avait une inquiétude pour y aller. Elle m'explique que là, ça va, elle a passé 49 ans, mais à un moment, elle avait toujours peur de franchir ce cap des 49 ans, pensant qu'elle mourrait à ce moment-là. Son père est décédé, lui, à 49 ans. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais d'où est venue cette peur de mourir à 49 ans? Et en réfléchissant, elle m'a dit, en fait, la première fois que cette peur est venue, c'est quand j'ai fait des fécondations in vitro et j'ai perdu un enfant, et c'est là où cette peur, elle est venue. Au passage, on note qu'il y avait un problème d'infertilité. Et quand elle évoque cela, d'abord, moi je me dis, mais ça n'a pas vraiment de sens avec le fait d'avoir peur de mourir soi. Qu'on soit en deuil de l'enfant perdu, bien entendu, mais la peur de mourir soi-même, c'est plutôt mystérieux. Mais bon, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et quand elle évoque ce décès de cet enfant qu'elle a porté, évidemment, elle se met à pleurer et je commence mon travail, ma thérapie, en faisant un protocole de deuil pour cet enfant-là. Elle accompagne, elle dialogue avec l'enfant en question, elle l'accompagne dans la lumière, et à la fin, comme je fais à chaque fois dans ces cas-là, je lui demande comment elle se sent, comment ça va pour elle, et elle me répond, je me sens mieux, je me sens mieux, mais alors quand quelqu'un me dit mais, ça veut dire je me sens mieux, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et donc je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même quelque chose ici qui me tire, qui me retient. Quand j'écoute cette séance, je note en fait il y avait une peur de la mort, un problème d'infertilité. Elle avait parlé aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais elle avait parlé aussi d'un sentiment de vide. Et en faisant ce premier protocole de deuil, il reste quelque chose, et mon expérience m'indique, je pratique très souvent des protocoles de deuil, je l'ai fait plus de 1000 fois. Quand il reste quelque chose, c'est qu'il y a un autre défunt. Et donc là, j'ai un outil puissant de test, c'est-à-dire que c'est comme si je lâchais une bombe et je lui pose la question directement, est-ce que vous étiez seul dans le ventre de votre mère? Et là, elle fond en larmes immédiatement. Et c'est là où on a une réponse très probante, parce que cette réponse, elle ne vient pas de l'intellect, elle ne vient pas de notre partie, de notre cerveau intelligent, elle vient du cerveau émotionnel, au niveau inconscient, là où il y a, j'ai envie de dire, les vraies informations directes. Et donc, elle se met à pleurer spontanément, directement. Et ça, c'est ce que j'appelle l'évidence. Elle est connectée à l'information, et là, il y a cette réaction très forte qui vient à ce moment-là. Donc, c'est une autre façon. Moi, c'est ce qui m'a donné l'information que oui, il y avait bien un jumeau perdu pour cette dame. Et puis, ça a été évoqué, comment dire, vendredi soir au moment de la présentation des conférences, mais il y a aussi des ateliers le matin pour ça, les constellations familiales, où effectivement, on va pouvoir retrouver de temps en temps, régulièrement, un syndrome du jumeau perdu. Donc, je vous donne quelques exemples techniques, je me doute bien qu'il doit en exister d'autres. Et tout ça pour dire qu'on a plusieurs façons de se connecter à de l'information, parce qu'en fait, c'est une information et on a plusieurs moyens, plusieurs outils d'avoir accès à cela. Et du coup, la question, parce que quand on y pense, mais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait cette mémoire en moi alors que mon jumeau est décédé, je ne sais pas, peut-être 6 semaines après notre conception. Évidemment, le jumeau peut être décédé plus tard, mais parfois être décédé très jeune. Et c'est pour ça que la maman peut ne pas être consciente qu'elle avait perdu ce jumeau. Et c'est pour ça aussi que ça peut être passé à côté au moment des échographies. Et n'empêche que cette mémoire, elle est là. Le cerveau n'est pas encore formé comme il faut, nos organes sensoriels non plus, mais nous savons bien, par l'expérience, que
il y a un champ quand même d'information à laquelle on peut se connecter. Je prends toujours cet exemple du sourcier qui travaille avec son pendule. C'est-à-dire, il passe, je ne sais pas, il va passer dans mon jardin avec son pendule, il a mis une convention avec le pendule, et la convention, c'est de savoir s'il y a de l'eau, le pendule va tourner à cet endroit-là, et effectivement, le pendule va se mettre à cet endroit-là à tourner, et si on creuse, on va trouver l'eau en question. J'aime beaucoup cet exemple parce que c'est quelque chose qu'on connaît dans notre monde occidental, qui est complètement validé par l'expérience, et pour moi, c'est vraiment la preuve que oui, il y a bien une connexion à l'information. Et je parle bien d'information dans le sens où c'est vrai qu'on pourrait se dire, peut-être qu'inconsciemment, il a repéré quelque chose dans le sol, dans le terrain, dans la végétation, qui aurait indiqué ça, et finalement, c'est par la vue qu'il a eu l'information. Sauf qu'il y a des sourciers qui peuvent très bien travailler avec un plan du cadastre, passer le pendule au-dessus du plan du cadastre, et le pendule va se mettre à tourner à l'endroit précis. Et donc, à distance, à l'autre bout de la France, le client, il va faire creuser à cet endroit-là et il va trouver l'eau à cet endroit-là. Donc, on est bien avec de l'information et un accès à l'information. Et nous savons bien, je pense, nous partout, parmi nous tous qui pratiquons le Reiki, qui nous intéressons à ces notions d'énergie, d'information, que dans les expériences de mort imminente, vous savez, les moments où les gens, par exemple, font un arrêt du cœur pendant 5 minutes, on les ranime au bout de 5 minutes, et pendant 5 minutes, ils étaient morts. Et donc, il y a des personnes qui se souviennent de ce qu'ils ont vécu pendant ces 5 minutes-là. Et donc, ils nous le décrivent. Et certaines personnes nous disent, j'étais au-dessus de mon corps et je voyais tout, j'entendais tout ce qui se passait dans la pièce. Et ils nous décrivent précisément ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est dans un bloc opératoire, le chirurgien est habillé comme ça, il a dit ci, il a dit ça, il a pris tel instrument, l'infirmière a fait comme ça. Mais on a aussi des récits où la personne va nous dire, j'étais dans une autre pièce, dans l'hôpital par exemple, un autre étage. Et la personne va décrire précisément, avec des faits, ce qui s'est passé dans l'autre pièce. Il y avait un homme, il y avait une femme, il est habillé comme ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et tout est rigoureusement exact et précis. Il y a le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit un livre là-dessus, qui appelle La conscience intuitive extra-neuronale, où il donne plein de témoignages comme cela. Il parle même d'un patient qui lui dit « J'ai vu mon fils à New York qui rentrait dans un restaurant ». Et tout cela est exact. Et ça montre que notre conscience n'est pas définitivement attachée à notre corps et du coup, ni à notre cerveau. C'est comme si notre cerveau, lui, il retraduisait l'information en images, en sons, en sensations. Et tout ça nous montre qu'effectivement, cette information, elle est là et il y a un accès à cette information. Et puis, il y a aussi les mémoires cellulaires. Par exemple, le texte qui est ici, c'est tiré des leçons inaugurales au Collège de France sur l'épigénétique et les mémoires cellulaires. Il est absolument certain que l'environnement dans lequel nous vivons peut influencer la manière dont nos gènes sont exprimés et que cela peut parfois entraîner des modifications stables du phénotype et, dans certains cas, des maladies. Et donc, c'est l'environnement qui va générer une transformation chez la personne, et ça peut aller jusqu'à des maladies. On en a parlé ce matin, c'était Jean-Luc qui a évoqué le cas que j'avais prévu aussi. C'est formidable parce que dans ce congrès, on voit que toutes les conférences s'imbriquent très bien. J'ai l'impression qu'on va tous dans la même direction. C'est très intéressant. L'histoire la plus connue, probablement celle de Claire Sylvia, une ancienne danseuse professionnelle à qui on a greffé le cœur d'un jeune homme de 18 ans mort dans un accident de moto. Dans son livre intitulé « Mon cœur est un autre », elle raconte comment elle a commencé à avoir de folles envies de bière et de poulet et du KFC après l'opération, des choses que le donneur appréciait. Et donc, ça nous montre bien une mémoire qui est là, une mémoire qui circule. On a implanté le cœur, les cellules de la personne chez une autre personne, chez un receveur, et la mémoire se manifeste. Donc oui, ça nous montre bien, oui, bien sûr, qu'on peut avoir accès à des mémoires, même si c'était quelques jours ou quelques semaines après
notre conception. Et puis, il y a aussi Bruce Lipton, qui a écrit un livre, La biologie des croyances. Et lui, Bruce Lipton, il nous dit, les gènes et l'ADN ne contrôlent pas notre biologie. Mais l'ADN est contrôlé par des signaux provenant de l'extérieur de la cellule, y compris les messages énergétiques émanant de nos pensées. C'est-à-dire qu'on pouvait croire que finalement, la cellule prenait une décision, mais la décision venait d'elle-même, de l'intérieur. Et lui, il montre que non, la cellule reçoit de l'information, et c'est cette information qui fait que la cellule va évoluer de telle ou telle façon. Il a pris des cellules souches qu'il a mis à se diviser jusqu'à en avoir à peu près 50 000. Et après, il a réparti en 3 groupes, dans 3 boîtes de pétri, ces cellules. Donc, ce sont des clones, ce sont exactement les mêmes cellules. Mais il a changé l'environnement, c'est-à-dire il a changé l'environnement dans chacune des 3 boîtes de pétri. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'après, les cellules se transforment en des cellules musculaires, des cellules osseuses ou des cellules graisseuses. Et comme cela, il montre bien, c'est bien l'environnement qui interfère, qui modifie le développement des cellules. Et il rajoute, dans un univers constitué d'énergie, ça nous intéresse beaucoup ça, tout est entremêlé, un est tout, et tout n'est qu'un, tout communique. J'avais montré cette conférence, c'était en 2017, de Gilles Bolt-Taylor, mais je crois qu'il avait été déjà diffusé dans un congrès précédent à Évian. Et c'est très intéressant l'expérience de Gilles Bolt-Taylor, qui est neuroanatomiste, et elle a vécu un AVC. Elle a vécu un AVC et elle décrit ça, c'est une conférence TEDx qui dure 20 minutes. Je vous engage vraiment à aller regarder ça parce que c'est vraiment tellement extraordinaire comme témoignage. On pourrait dire quelle chance on a, mais elle le dit aussi elle-même, que quelqu'un qui soit spécialisé dans l'étude de l'anatomie du cerveau ait vécu cet AVC. Et je vais vous montrer un extrait, un court extrait de cette vidéo, de cette conférence, au moment où elle décrit, pendant son AVC, elle est en contact avec un mur, mais elle ne sait plus où son corps s'arrête. Il n'y a plus de limite. En fait, c'est la partie du cerveau qui nous fait croire que nous sommes séparés, qui a été atteinte par l'incident, par l'AVC, et donc qui a été neutralisée. C'est cette partie de notre cerveau qui a été atteinte, qui a été neutralisée, et du coup, elle se sent complètement unie avec tout. Il n'y a plus de différence. En fait, c'est la partie de nous qui nous fait croire à notre finitude, à notre identité. So I got up and I jumped onto my Cardia Glider, which is a full body, full exercise machine. And I'm jamming away on this thing. And I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar. And I thought, that's very peculiar. And I looked down at my body and I thought, whoa, I'm a weird looking thing. And it was as though my consciousness had shifted away from my normal perception of reality, where I'm the person on the machine having the experience, to some esoteric space where I'm witnessing myself having this experience. It was all very peculiar, and my headache was just getting worse. So I get off the machine, and I'm walking across my living room floor, and I realize that everything inside of my body has slowed way down. And every step is very rigid and very deliberate. There's no fluidity to my pace, and there's this constriction in my area of perception. So I'm just focused on internal systems. And I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I could actually hear the dialogue inside of my body. I heard a little voice saying, okay, you muscles, you got to contract, and you muscles, you relax. And then I lost my balance, and I'm propped up against the wall. And I looked down at my arm, and I realized that I can no longer define the boundaries of my body. I can't define where I begin and where I end, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall.
And all I could detect was this energy. And I'm asking myself, what is wrong with me? What is going on? And in that moment, my brain chatter, my left hemisphere brain chatter went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button, total silence. And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind. But then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me. And because I could no longer identify the boundaries of my body, I felt enormous and expansive. I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there. Finalement, quand on voit cette citation d'Einstein, il ne dit pas autre chose, quoi. Concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. Et à nouveau, on a aussi l'idée là-dedans, il n'y a pas non plus de limite. Donc, tout est connecté et interconnecté. Par ma pratique, je sais, donc en cabinet, que l'enfant, dans le ventre de sa mère, peut être impacté par des événements qui se déroulent à l'extérieur de lui. Par exemple, si la maman subit un fort stress, ça peut être une agression ou autre chose, le bébé va être impacté par cela. C'est clair, et Ambre en a parlé hier, la maman subit un fort stress, il y a des sécrétions hormonales qui viennent et le bébé baigne dans ces sécrétions hormonales de toute manière. Et donc, il est complètement connecté à cela. Mais ça peut être aussi un état émotionnel latent chez la maman. Je pense par exemple à ce couple qui m'amène leur jeune fils qui a 12 ans, en me disant, ben voilà, on vient vous voir, on vous amène notre enfant, parce qu'il est dépressif. Ah, il est dépressif, et ça fait combien de temps? Et il a toujours été dépressif, il est né dépressif. Et donc, je pose la question à la maman, je lui demande, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que vous étiez enceinte? Elle commence par me répondre, je pensais que ce n'était pas possible, que je dis, on va quand même regarder. Et effectivement, il s'est passé quelque chose. Quand elle était enceinte, elle avait d'abord déjà un premier enfant, donc le frère du jeune garçon que j'ai dans mon cabinet, qui avait 5 ans. Et quand il avait 5 ans, en fait, il a déclenché une leucémie. Et la maman s'est donc connectée à la mort possible, potentielle, de son premier enfant. Et l'enfant qui était dans son ventre est né dépressif. D'ailleurs, je lui ai demandé à ce jeune garçon, je lui ai dit, alors, tu es dépressif? Il me dit oui. Je lui ai dit, comment tu le sais? Et il me répond, je le sais parce qu'on me l'a dit. C'est une réponse classique finalement, quand on a des jeunes clients comme ça, on a des termes spécifiques, compliqués, en plus c'est des termes qui représentent des concepts, des émotions, donc il faut l'avoir expérimenté pour savoir ce que ça représente. Il me dit oui, on me l'a dit. Et je dis, mais toi, comment tu le sais? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu dis? Et il me dit, je pense tout le temps à la mort. Il me dit, je pense tout le temps à la mort. Et il est né comme ça, avec cette pensée, en étant connecté à l'idée de la mort. Alors, sachant cela, je vous rassure quand même, on a pu faire quelque chose avec de la lumière. Puisque je lui ai proposé d'aller rencontrer cette voix qui lui parlait et de lui demander à cette voix s'il était d'accord pour monter dans la lumière. Et la voix était d'accord. Et donc l'enfant, lui, s'est connecté à la lumière, il a laissé venir la lumière. Quand je dis laisser venir la lumière, ce sont des mots qui sont importants, qui sont stratégiques. C'est-à-dire que l'enfant, là, n'est pas du tout dans une réflexion intellectuelle. Quand je lui dis laisser venir la lumière, son intellect est spectateur et il laisse faire ce qui vient. On pourrait dire il laisse agir le cerveau émotionnel, mais autre chose encore, une autre partie de lui qui se connecte à cela. Il voit la lumière, il montre la lumière à cette voix qui monte dans la lumière. Et l'enfant se sent instantanément libéré. Je fais toujours à ces moments-là un petit moment de Reiki, juste les positions sur la tête, donc ça prend entre 5 et 10 minutes. Et l'enfant se relève et dit « je vais super bien ».
Et le fait est qu'après, j'ai vu un autre de ses parents, une tante 6 mois plus tard, me dit, il va très bien. Et j'ai revu cet enfant 2 ans plus tard, et il va très bien. Et donc, sa perturbation venait bien d'un état émotionnel, de quelque chose qui s'est passé dans l'esprit de la maman, qui a donc connecté, et qui a impacté l'enfant dans le ventre de maman. Ce qui veut bien dire, ce qui montre bien, il se passe des choses à ce moment-là, et après, on vit avec cela. C'est exactement ce que nous a raconté Ambre hier dans sa conférence. Il y a un stress qui vient, il y a eu des associations au niveau du cerveau émotionnel entre des images, des sons et de l'émotionnel, et ça tourne en boucle. C'est comme un logiciel qui serait rentré dans l'ordinateur. Tant qu'on ne le met pas à jour, le logiciel, eh ben, il boucle pareil. Et donc, la personne naît et avance dans la vie avec le logiciel qui tourne en boucle de cette façon-là. On pourrait dire, si on se compare à un ordinateur, on n'est pas vraiment un ordinateur, mais la similitude est intéressante. La comparaison est intéressante. Elle est intéressante, c'est logique qu'elle soit intéressante, parce que finalement, les gens qui conçoivent les ordinateurs essayent de faire quelque chose qui va faire le travail à notre place. Et ils s'approchent d'une certaine manière de notre fonctionnement. Je sais qu'il y a, parmi les gens qui conçoivent les programmes, maintenant, il y a l'idée d'amener une notion de valeur dans l'ordinateur, c'est-à-dire de lui donner des critères qui vont faire qu'il va pouvoir choisir quelque chose, une action ou une autre action tout seul, en fonction de critères. Nous avons des valeurs et nous agissons toujours, en fait, finalement, en fonction de critères. C'est Fabrice Midal tout à l'heure qui parlait, si quelqu'un ne me dit pas bonjour, ou ainsi de suite, de sa façon de me répondre, je pensais qu'il ne m'aimait pas. Et donc, il y avait bien des critères, le ton de la voix, la façon de parler de la personne qui faisait que j'analysais la situation d'une façon et donc une réaction de cette façon-là. Et nous réagissons comme ça. Il y a des données qui entrent, principalement par nos sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on goûte et ce que l'on sent, qui rentrent dans notre cerveau par les sens, mais aussi par les perceptions. Et Fabrice Midal en a parlé aussi avec l'hypersensibilité, d'autres perceptions plus fines et plus mystérieuses qui sont là. C'est pour ça que c'est, je pense, utile d'élargir tout cela. Il y a ce qui est perçu par nos sens, par nos perceptions, qui entrent. Et cette comparaison avec l'ordinateur, je la fais dans le sens où on a une partie consciente et une partie inconsciente. Et cette partie inconsciente, finalement, c'est elle qui va gérer tout ce qui se passe dans notre physiologie, le rythme du cœur, la respiration, la digestion, la gestion de la température, en fonction de la température de la pièce, et ainsi de suite, mais aussi toutes nos réactions émotionnelles, et aussi tous nos automatismes, tout ce qui est involontaire. Et donc, on pourrait dire tout ce qui se passe à un niveau inconscient. Et si je compare avec un ordinateur, je dirais que la partie consciente, notre partie consciente, finalement, c'est ce qu'on voit sur l'écran et c'est ce qu'on entend de ce qui sort des enceintes. Je vois, je l'entends, j'en suis conscient. Et le reste, en fait, c'est la tour. Et c'est quand même la tour qui fait fonctionner la machine. Et quand il y a un événement qui se passe, donc qui est perçu par nos sens, quand il y a une forte émotion, la machine, elle imprime quelque chose. C'est là où se crée un logiciel. Et après cela, chaque fois qu'on va retrouver un contexte similaire, notre cerveau va chercher dans son dossier où est-ce que j'ai déjà vu ça, et il va réenclencher l'état émotionnel qui était là la première fois, la fois où le logiciel s'est créé. C'est par ça aussi qu'on peut parler d'enfants blessés, par exemple, parce que c'est comme si une partie de nous, enfants, était restée figée dans le temps et n'avait pas évolué, mais fonctionnait toujours comme au moment de cette première fois où il y a eu ce choc émotionnel. Et donc, puisque ça tourne en boucle sur un choc émotionnel, ça va générer en vous des tensions au niveau de l'esprit. Parce qu'il y a une partie de l'esprit qui est occupée par cela et qui va générer, ça peut générer des cauchemars, du stress, des angoisses. Ça peut générer aussi, au bout d'un moment, une interprétation. Par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas capable de.
les autres sont méchants, et ainsi de suite. Et aussi des tensions physiques. Le corps et l'esprit, on le sait bien, fonctionnent complètement ensemble. Notre corps est toujours en train de s'adapter en fonction de notre état émotionnel. Si je suis en colère, mon corps va se tendre. Si j'ai peur, mon corps va se creuser, je vais me reculer. Si je suis intéressé et curieux, ça va s'ouvrir vers l'avant. Et ainsi de suite. Notre corps est toujours en train de bouger, de s'adapter en fonction de notre état émotionnel. Mais là, il y a une émotion qui est figée et il y a une tension qui est là toujours dans notre corps au même endroit. D'ailleurs, je pense à ce livre du docteur Sarno, le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. Et ce médecin a constaté dans son cabinet, alors c'est un médecin vraiment de médecine occidentale, mais par hasard, il redécouvre quelque chose que d'autres cultures connaissent très très bien, c'est-à-dire qu'il a un patient qui a une pathologie classique et ce patient, enfin, il découvre pendant le questionnement, l'anamnèse, qu'il a une colère qui est là, rentrée depuis 15 ou 20 ans. Et donc, il lui dit, bon, tant que vous y êtes, vous allez chez le psychothérapeute pour vous occuper de ça. Et quand il revoit son patient, il découvre, ah, c'est bizarre, il a guéri de sa maladie. Et comme ça l'interpelle, il est attentif à cela. Chaque fois qu'il voit qu'il a un patient qui a comme cela une émotion, on va dire, négative, une colère, une tristesse, une peur, un remords qui est là, latent, il l'envoie chez le psychothérapeute et il voit ces patients qui guérissent de tout un tas de maladies, ça va vraiment dans tous les sens, l'articulaire, le musculaire, les organes, le neurologique et ainsi de suite. Et redécouvre ce que nous disent la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique. Et donc, il y a des tensions aussi qui sont là dans le corps à cause de cette mémoire qui est là. Alors, les conséquences de tout ça, eh ben, c'est quoi? Le mal-être, eh oui, il y a cette mémoire, je vous disais, l'enfant peut se réfugier comme prostré dans le ventre de maman, il peut se débattre comme pour pouvoir s'échapper, il y a cette mémoire qui est là et qui tourne en boucle, et donc ça génère un mal-être qui est là récurrent, un sentiment de tristesse parce qu'il y a cette perte. Vous vous souvenez, ce côté complètement fusionnel qui est là à ce moment-là, cet autre qui est comme une partie de moi et que je perds, donc il y a la profonde tristesse qui est là, mais comme au niveau conscient, il n'y a plus la mémoire du jumeau en question, eh bien c'est un mystère et la personne a même le sentiment qu'elle est une personne triste. C'est-à-dire qu'elle a une croyance sur son identité. Moi, en tant que personne, dans ma constitution, pour regarder dans mes gènes, je suis quelqu'un de triste. C'est une croyance extrêmement limitante parce que si on croit qu'on est comme ça, moi, je suis quelqu'un de triste, en fait, on n'a pas accès au changement parce qu'on croit simplement que le changement n'est pas possible puisque de toute façon, je suis comme ça et pas autrement. Ça peut générer aussi une addiction, on en a parlé. C'était un peu le cas de Anne-Laure, mais on peut retrouver ça, des addictions à l'alcool et ainsi de suite. Parce que l'addiction, dans ce cas-là, est une tentative pour essayer d'aller mieux, pour essayer de neutraliser l'impact émotionnel de la situation. Il peut y avoir aussi ce que j'appelle la phobie du bonheur. J'ai découvert ça en cabinet, pour tout vous dire. Des cas où la personne se sentait extrêmement bien, extrêmement heureuse, et il est arrivé une catastrophe. Et là, le cerveau primitif fait une interprétation très primitive, c'est-à-dire quand je suis très heureux, quand il y a du bonheur, ça engendre une catastrophe à côté. Et cette catastrophe, évidemment, elle est très impactante. Et donc, il y a une adaptation qui se fait, mais qui est très primitive et très malheureuse. Et donc, il faut que j'évite ce qui amène cette douleur. C'est pour protéger, mais le moyen utilisé pour cela, lui, est très, très primitif et très paradoxal, même dans le sens où en fait, ça ne protège pas du tout, parce que cette phobie du bonheur, après tout, pourrait amener même jusqu'au suicide. Et donc, on peut avoir une phobie du bonheur. J'ai vu 5-6 clients qui avaient ça, c'est-à-dire qui s'interdisaient et qui évitaient à tout prix d'être trop bien, d'être trop heureux, dans l'idée inconsciente de se protéger de la catastrophe.
Des sentiments de culpabilité aussi, qui sont là, permanents, récurrents. Culpabilité, la culpabilité de pourquoi est-ce que c'est mon jumeau qui est mort et pourquoi est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je l'ai poussé? Est-ce que j'ai pris le dessus? Est-ce que j'ai voulu l'étouffer? Est-ce que c'est moi qui l'ai détruit? Ce qui est complètement, bien entendu, intellectuellement, une vision de l'esprit. Physiquement, l'enfant, et surtout si petit dans le ventre de maman, n'a absolument pas cette capacité physique de tuer son frère ou sa sœur jumelle. Une culpabilité d'être toujours là, et aussi une idée d'avoir peut-être mangé même, intégré le jumeau. Parfois, c'est possible dans le sens où quand le jumeau part très très jeune, il est dissous dans la paroi de l'utérus de la maman, mais parfois il peut aussi s'intégrer à l'intérieur du fœtus survivant qui, lui, va se développer. Et c'est pour ça que chez certains jumeaux survivants, on va retrouver dans des tumeurs des cellules de cheveux dedans qui sont des traces, en fait, des traces de cellules de son jumeau. Des deuils disproportionnés parce que dès qu'il y a une notion de mort, l'inconscient reconnecte à cette mort catastrophique qui a eu lieu dans le ventre de maman et donc ramène l'émotion violente de ce moment-là. Les problèmes d'infertilité. Là, au niveau inconscient, il y a une interprétation. Avoir un enfant amène une catastrophe. Avoir un enfant, potentiellement, amène une catastrophe aussi pour le survivant, amène la mort ou amène un mal-être pour le survivant. Cette infertilité, elle peut venir aussi de la croyance « je suis une mauvaise personne ». Et donc, je ne veux pas inconsciemment engendrer un enfant pour ne pas lui infliger une mauvaise maman que inconsciemment je pense être. On peut retrouver cette notion dans le cas de jumeaux perdus, mais on va la retrouver aussi dans des problèmes d'infertilité où il n'y a pas du tout de notion de jumeaux perdus, mais simplement, je pense à une jeune femme que j'ai eue en clientèle qui venait donc pour un problème d'infertilité, et on a retrouvé un souvenir quand elle a 3 ou 4 ans. Elle est avec sa maman, il y a son oncle, elle a fait une bêtise et son oncle est en train de la gronder. Et sa maman est en train de pleurer. Et elle, en tant que petite fille, quand elle vit ce moment-là, l'interprétation qui se fait à ce moment-là, c'est que je suis une mauvaise personne puisque je fais pleurer maman. Et on a trouvé cette information comment? À un moment, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y aurait un inconvénient à avoir un enfant? Et là, il y a quelque chose qui a fait, ouais. Et c'est en remontant cette information que nous sommes arrivés à cette scène-là. Et le fait est que nous avons fait quelque chose pour modifier cette interprétation-là. Pour la modifier, parce que c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, on peut faire quelque chose pour modifier cela, parce que ce n'est que de l'information, que de l'émotionnel qui est connecté, qui est encodé sur des images et des sons. Et notre cerveau primitif ne fait pas la différence entre une image réelle et une image virtuelle. Par exemple, vous savez, là, je ne suis pas à Évian et vous non plus, mais votre cerveau, il fonctionne comme si on était à Évian. Et là, on est dans du virtuel. Votre cerveau est devant des pixels, et le mien aussi d'ailleurs, et fonctionne exactement pareil. Mais c'est la même chose avec des images imaginaires. Moi, régulièrement, toutes les semaines, dans mon cabinet, je vais voir quelqu'un ou plusieurs personnes qui se sont déclenchés une phobie ou un traumatisme en imaginant quelque chose qui n'a pas eu lieu dans la réalité, ou à laquelle elles n'ont pas été confrontées dans la réalité, et n'empêche que la phobie ou le traumatisme sont là d'une façon aussi puissante. Et du coup, c'est ce qui nous donne une porte d'entrée, c'est que dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire où la partie intellectuelle, elle est mise de côté, on va pouvoir amener des images dans le cerveau de la personne par le biais de l'imagination, et le cerveau va se reprogrammer avec ces images-là. Et c'est pour ça qu'on peut modifier quelque chose dans la mémoire, dans l'interprétation, on ne change pas les faits. L'oncle a toujours grondé la petite fille, il a toujours pleuré, mais il y a quelque chose qui change dans l'interprétation, et du coup, il y a une libération qui se fait. Jean-Luc a donné une très bonne illustration de cela ce matin, par exemple. Il a parlé
du cas d'une personne, une femme qu'il a vue, qui lui dit à un moment, si j'avais le chirurgien qui s'occupait de mon enfant quand il était bébé, quand il s'est fait opérer 3 fois, qu'il a fallu l'attacher pour le protéger, si je pouvais le voir, je le tuerais. Et il fait un recadrage, c'est-à-dire il l'amène à considérer que quand le médecin fait ça, et quand il a opéré l'enfant, c'est ce qui fait que l'enfant est vivant aujourd'hui. Le cerveau primitif de la jeune femme de la femme était resté bloqué sur ce moment où il y a cette terreur de voir l'enfant attaché, opéré, et il est détaché de ça, et maintenant il est branché sur l'émotion mon enfant est vivant. Et c'est cette émotion qui prend le dessus, et ce qui fait que cette femme, c'est comme ça qu'elle se libère de cette colère qu'elle avait extrêmement puissante, parce que c'est une envie de meurtre, et qui se transforme en de la gratitude. Des difficultés relationnelles. Ce qui est mémorisé, c'est je suis fusionnel avec quelqu'un et ça se finit très mal. Donc, il peut y avoir une croyance sur moi, je suis quelqu'un qui fait que ça se passe mal avec les autres, ou les autres sont mauvais pour moi, et la personne vit avec ce logiciel qui tourne. Et donc, dans sa vie d'adulte, elle va inconsciemment fuir ce qui a été interprété comme étant douloureux ou négatif. Mais ça peut être aussi, je recherche ce qui me manque. Je recherche ce fusionnel que j'ai eu avec mon jumeau. Et du coup, là, dans la relation, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va être vécue comme quelqu'un d'étouffant par son partenaire. Et ça va être nuisible pour la relation parce qu'elle va chercher chez son partenaire à retrouver ce fusionnel, à retrouver ce jumeau, mais le partenaire n'est pas le jumeau et lui, ce n'est pas ce qu'il attend. Et ça crée aussi des difficultés dans les relations. Mais on voit, c'est toujours quand même la mémoire de ce qui s'est passé et comment c'est interprété et comment le cerveau émotionnel fonctionne avec cela qui crée la perturbation. Projet inachevé, et je n'ai pas réussi à le sauver. Je n'ai pas réussi à le sauver, je n'ai pas réussi à intervenir pour sauver mon jumeau. Et ça donne une idée que quand je veux faire quelque chose d'important, de toute façon, j'y arriverai pas. C'est une croyance limitante. Je ne suis pas capable d'eux, et quoi que je fasse, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, dans la vie adulte, la personne a de grandes difficultés pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle met en place. C'était tout à fait le cas de Christelle avec ses projets immobiliers ou de réorientation professionnelle qui l'a terrorisée, alors que d'un point de vue purement intellectuel, elle avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne parfaitement bien. Mais c'est intellectuel. Et vous vous souvenez, c'est la tour, c'est l'émotionnel qui est prioritaire. Et puis, c'est ce sentiment de vide aussi. Christelle, par exemple, l'avait évoqué. Un vide qui est là, on ne sait pas d'où ça vient. Eh oui, parce que l'information, elle est au niveau inconscient, mais pas conscient. Une peur de la mort. Il y a eu une terreur qui est venue à ce moment-là, et après, la personne vit avec cette peur de la mort, et elle est toujours plus ou moins connectée avec la mort, et évidemment, comment avoir une vie épanouie si on est toujours en train, plus ou moins consciemment, d'être connecté à cette forme d'angoisse. Et ça peut être aussi une envie de mourir. Et c'est là où c'est très paradoxal, et on voit que les symptômes peuvent être parfois complètement divergents, comme on l'a vu dans les difficultés relationnelles. Et là, on peut avoir soit une peur de la mort, soit une envie de mourir. Pourquoi? Pour aller retrouver le jumeau perdu. On pourrait dire qu'au moment de l'incarnation, le jumeau, l'enfant qui vient, il vient de la lumière et il vient s'incarner. Mais c'est une partie de la lumière. Je pense à Nathalie hier qui nous parlait de notre Bouddha intérieur. Voilà, on est incarné et il y a tout le potentiel qui est là, pur et fort. Mais il va y avoir des événements qui vont venir et qui vont figer quelque chose, qui vont cristalliser quelque chose. Par exemple, la perte du jumeau. Et puis, par exemple, à un moment, l'enfant s'est retrouvé seul, peut-être dans un parc avec un autre bébé, et le bébé est venu vers lui, l'enfant a eu une grande peur et a interprété
Les autres, c'est dangereux, il vaut mieux pas leur faire confiance. Tout ce que je vous raconte là, ce sont des cas que je rencontre en cabinet, hein. Par exemple, à 3 ans, l'enfant est dans un jardin d'enfants, et c'est une petite fille, et il y a deux petits garçons qui sont là. Et les deux petits garçons, ils ne veulent pas jouer avec la petite fille. Vu l'extérieur, en tant qu'adulte, on se dit, bon, il ne se passe rien d'extraordinaire. Mais ma cliente qui a 24 ans, quand elle me raconte ça, quand elle revit ce moment-là, elle se dit, je ne suis pas intéressante pour les autres. Les autres ne peuvent pas s'amuser avec moi. Et elle est arrivée là parce qu'elle me dit, quand je vais en boîte avec les amis, c'est bizarre, mais moi, je reste toujours dans mon coin. Eh bien, ça vient de se souvenir de quand elle avait 3 ans. Ça peut être aussi, je suis à l'école primaire et je suis au tableau. Et je dois faire des divisions, mais j'y arrive pas. Et mon maître s'énerve. Il me tape la tête contre le tableau en me disant, je vais te les faire rentrer les divisions. Et là, c'est bizarre, mais mon client, il est venu me voir à 55 ans en me disant, je suis très à l'aise dans mon travail, dans plein de choses, je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a une réunion, dès que je dois faire quelque chose en public, eh ben, je perds tous mes moyens. C'est la mémoire de ce qui s'était passé à l'école. Là, le cerveau primitif a enregistré, il a fait sa photographie, il y a du monde autour, j'ai un sentiment de panique, je n'y arrive pas, et chaque fois qu'il retrouve, il y a du monde autour, je dois faire quelque chose, il reconnecte à cette émotion-là, qui après est interprétée sous la forme d'une croyance qui est exprimée, je suis incapable de m'exprimer en public. Alors, ça peut être aussi un traumatisme, une agression. Ça peut être aussi, j'étais au lycée, il faisait très chaud dans la pièce, dans la classe, et j'ai demandé au professeur, j'étais en terminale, et j'ai demandé au professeur, est-ce qu'on pourrait ouvrir la fenêtre? Mais dehors, il y a des travaux. Le professeur répond, ah non, non, on va être dérangé par le bruit, il est hors de question d'ouvrir la fenêtre. Et là, ma cliente me dit, parce que elle vient pour de la claustrophobie en fait, et elle trouve ce souvenir-là, et intellectuellement, c'est quoi le rapport? Et je lui demande, qu'est-ce que vous avez imaginé à ce moment-là? Et elle me dit, j'ai imaginé que je mourrais étouffé dans la pièce. Et vous vous souvenez, le cerveau primitif ne fait pas la différence entre une image imaginaire ou réelle, surtout que là, elle est dans une forme de transe, dans un état modifié de conscience, et donc il a enregistré, je suis enfermé, je meurs, et après, pour protéger, eh bien, il lui fait éviter toutes les situations où elle est enfermée. Et alors, maintenant que la personne, elle sait, ah, j'ai perdu un jumeau. C'est ça qui est à l'origine de ces perturbations, de ces problèmes, de ce mal-être, et ainsi de suite. Eh bien, déjà, le fait de savoir, il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Parce que la personne comprend, finalement, à la base, et je suis quelqu'un de normal. On revient à ce potentiel qui vient de la lumière, finalement. Je sais, ça vient de ça vient d'un événement qui s'est passé. C'est comme, je pense qu'on a tous entendu parler, par exemple, de personnes qui découvrent à un moment qu'elles sont dyslexiques. Il y a un mot qui vient sur ce qui est à l'origine de leur problématique. Et ça amène un grand soulagement, il y a une compréhension qui peut se faire, et ça, dans le cas précis du syndrome du jumeau, ça lève aussi la croyance limitante sur l'identité. Je suis quelqu'un de triste, j'ai de la culpabilité, je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas capable, et ainsi de suite. Non, non, c'est pas ça, c'est juste, il y a eu un événement qui a déclenché ça. Et c'est tout différent de voir les choses de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de cause à effet qui est là, c'est du processus. Et si c'est du processus, peut-être bien qu'il y a des outils, des moyens pour intervenir dans le processus et d'amener un changement. Et donc là, le changement devient possible parce que j'ai compris, ce n'est pas moi intrinsèquement qui suis comme cela. Et donc, ça suppose le changement, une action. On va faire quelque chose, peut-être qu'on va faire intervenir un praticien, mais le praticien va faire quoi? Il va guider pour qu'il se passe quelque chose. Par exemple, hier, Ambre, elle pratique avec les mouvements oculaires, et ce sont bien les yeux de la personne qui bougent. Ambre les fait bouger, mais c'est pour amener le changement qui est généré par les mouvements oculaires de son client. Et puis, ce qui se passe, cette action, quand on agit, on est au présent. On peut avoir l'idée
je suis impacté par un événement du passé. Et mon esprit, c'est comme s'il était bloqué sur quelque chose qui est dans le passé. Ouais, mais c'est parce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. J'y peux rien, ça s'est passé à ce moment-là, donc c'est figé et impossible. C'est juste une façon de voir les choses. Parce que le logiciel, même s'il est ancien, c'est autant présent qu'il est en train de boucler. Et donc, il est toujours en train de fonctionner. C'est-à-dire, il y a toujours ces images, ces sons, ces sensations associées qui sont là en train de boucler et elles bouclent au temps présent. Si un souvenir m'impacte, c'est parce que c'est au temps présent que mon cerveau ramène les images, les sons, les sensations. Et donc, l'action, elle va se prendre au temps présent. Et je vais faire quelque chose maintenant avec mon jumeau maintenant et tout de suite. Et ça ne se passe pas au niveau intellectuel. Ça se passe avec la partie inconsciente, avec le cerveau primitif. Et donc, ce n'est pas la réflexion intellectuelle. Notre intellect, notre cerveau intelligent, on va dire, il va devenir observateur de ce qui se passe. On laisse venir les choses comme elles viennent. Comme, par exemple, tout à l'heure, quand je vous disais avec Christelle, quand je lui ai posé cette question, est-ce que vous étiez seul dans le ventre de maman? Et là, ça vient d'un coup. Ce n'est pas la partie intellectuelle qui s'est manifestée. Parce que le logiciel, c'est à l'autre niveau qu'il se situe. Donc, c'est bien la partie, ce qu'on appelle intuitive, ce qui vient, on pourrait dire, spontanément, sans réfléchir. Et moi, ce que je propose dans ce cas-là, c'est un protocole de deuil. Je fais celui que je connais, je pratique, mais évidemment, il peut y avoir d'autres façons de le faire. Et quand on fait cette opération, eh bien, ça amène à la libération. Il y a eu une mise à jour du logiciel. On me parlait par exemple hier le mot reset que j'aime beaucoup. Tout ça, c'est de la métaphore par rapport à l'ordinateur, mais ça nous permet de comprendre, en fait, ce n'est que de l'information, un agencement d'informations, l'information de l'événement, l'information de l'émotion qui a été là, l'information de la croyance, l'interprétation qui s'est faite de cela. Et tout ça se réorganise d'une manière différente. Et c'est pour ça que la libération, elle vient tout de suite. Et ça n'a aucun rapport de savoir si, aucune importance de savoir si ça s'est passé dans le passé, loin dans le passé, ou si c'est l'appréhension de quelque chose qui va se passer dans le futur, parce que tout fonctionne, toutes ces imbrications d'informations fonctionnent au temps présent. Et donc, c'est pour ça qu'au temps présent, on peut avoir cette action pour amener le changement. Et mon idée, dans ce travail de deuil, j'avais fait la conférence en 2017 spécifiquement dessus, mais je vais la résumer, c'est que, par exemple, Christelle, quand elle a eu cette émotion forte qui est venue quand elle a reconnecté à son jumeau, je lui ai dit, ça prouve qu'il y a toujours un lien fort entre vous et votre jumeau. S'il n'y avait pas de lien, il n'y aurait pas d'émotion, en fait. Et dans ce lien, évidemment, il y a tout l'amour pour son jumeau, mais aussi, il y a des douleurs, des remords, des peurs, toutes ces émotions perturbantes qui sont là. Et l'idée, c'est de faire quelque chose pour nettoyer le lien de tout ce qu'il peut y avoir de douloureux ou négatif. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas de couper le lien. D'abord, je pense que ce n'est pas possible. Et la personne ne serait pas d'accord. Mais c'est de nettoyer tout cela, comme la jeune femme dont parlait Jean-Luc ce matin, vous vous souvenez qu'il voulait assassiner le chirurgien. Et il y a quelque chose qui change dans le regard qui est porté de la situation. Et ça se transforme en compassion. Et là, c'est de n'avoir plus que l'amour pour son jumeau. Et en fait, quand l'amour est là, la personne, elle est bien en train de vivre quelque chose maintenant au temps présent. Les choses ne sont plus figées dans le passé, mais les choses reprennent du mouvement. Pour faire ça, on s'appuie tout simplement, on en a parlé des expériences de mort imminente. On sait qu'il y a des gens, on en a parlé tout à l'heure, qui vont vivre, qui vont être au-dessus de leur corps, qui vont décrire tout cela. Et c'est bien leur conscience qui est là, et d'autres personnes qui vont nous parler, à peu près un tiers des personnes qui vivent cette expérience de mort imminente, d'un passage, souvent ça va être un tunnel, mais ce n'est pas obligatoirement un tunnel, il y a une lumière au bout, et dans cette lumière, on retrouve tous nos proches qu'on aime, qui sont morts avant nous, ils vont très très bien, ils sont libérés, toutes les souffrances liées à l'âge, liées à la maladie, et les gens nous disent aussi, quand on est dans la lumière, les mots ne peuvent pas décrire à quel point on est bien dedans. C'est une expérience universelle. À travers le monde,
tous les gens, quelle que soit la culture, la civilisation, le pays, la religion, vont vivre la même expérience. Et on a des témoignages dans le temps ancien, que ce soit chez les Grecs anciens, ou cette peinture de Jérôme Bosch qui a été peinte il y a plus de 500 ans, la montée des bienheureux à l'Empyrée, la montée au ciel, où on voit des anges qui sont en train de porter le défunt, et puis qui sont en train d'entrer dans ce tunnel, et on voit déjà au bout du tunnel, il y a des personnages. Alors, je ne savais pas trop les personnages, s'ils étaient en train d'entrer ou d'accueillir. Alors, pour savoir, j'ai zoomé. Et notez au passage qu'entre les deux personnages, il y a une forme d'archange entre deux au milieu. Souvent, il y a une notion d'une présence puissante et positive qui est là, et Jérôme Bosch a peint cette présence par transparence. Et on voit bien, par exemple, le personnage qui est en bas, on voit bien ses yeux, sa bouche, et le personnage qui est debout, on voit bien que son avant-bras gauche est bien devant le buste, c'est-à-dire qu'ils sont bien tournés vers celui qui monte pour l'accueillir. Pour pouvoir se libérer de ce choc, il faut pouvoir dire au revoir au défunt. Et c'est un au revoir, ce n'est pas un adieu. Et il faut aussi être libéré de ce qu'Elisabeth Kubler-Ross, c'est le médecin qui était né en Suisse d'ailleurs, qui exerçait aux États-Unis, qui a révélé les étapes du deuil. C'est elle qui a révélé ça, qui a mis ça, disons, en forme. Une affaire en cours, par exemple, c'est « j'ai la culpabilité par rapport à ce qui t'est arrivé ». Et le dialogue avec le défunt va permettre de se soulager de ça. Parfois, ça peut être une colère aussi qui est là. Tant qu'il y a quelque chose comme ça qui traîne, le deuil ne peut pas se faire. Le deuil va se faire avec aussi la libération de ces émotions qui sont perturbantes. Et, bien entendu, il faut que la personne soit prête et soit d'accord pour laisser monter le défunt dans la lumière. Dans la majorité des cas, la personne, au début, n'est pas d'accord. Donc, c'est le savoir-faire du praticien qui va lui permettre de, à nouveau, revisiter les choses d'une façon différente pour qu'il y ait cette acceptation. Et ça passe notamment par le fait de la rassurer. Ce n'est pas couper le lien, mais le lien va être plus fort et 100% positif. Je vous ai mis là dans cette petite vidéo, c'est un montage, donc c'est assez court, une séance dans laquelle j'accompagne quelqu'un, c'est une amie. Gentiment, elle était d'accord pour que je filme cette séance. Et ça commence au moment où elle travaille sur un premier deuil. Et puis, il y a quelque chose qui bloque. Et en fait, là, il y a un deuxième deuil qui arrive, un deuil caché, elle n'était pas venue pour celui-là, elle n'était même pas consciente qu'il était là. Et elle nous dit, c'est la personne que j'aimais le plus au monde. Ça veut dire qu'il y a 25 ans, on peut traiter un truc d'il y a 25 ans et qui est toujours là. Enfin, c'est... Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas spécialement envie qu'elle me tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses, je ne sais pas. Est-ce que c'est plus, on pourrait dire, une partie de toi qui a envie de la retenir pour la garder? Est-ce que ce serait une autre affaire, disons, non réglée? Non réglée. Il y a autre chose qui reste. D'accord. Oui. D'accord. En fait, je n'ai pas pu dire au revoir non plus à son mari quand il est mort. D'accord. J'avais 11 ans, il s'est fait renverser par une voiture. J'étais partie, c'était un mercredi, j'étais chez eux, j'étais partie faire du sport. Elle a su, et quand je suis revenue, il s'était fait renverser par une voiture et il est mort. Et c'était vraiment la personne que j'aimais le plus au monde. Il était dans le coma et puis il a fini par mourir et je ne pouvais pas le revoir. Donc j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. D'accord. Ça veut dire, et ça arrive parfois, et c'est magnifique. Il y a un autre défunt qui vient saisir l'opportunité et demande-lui de quoi il a besoin. Justement, je lui dis au revoir. Je lui dis ce que je l'aime. Et lui dire au revoir. Et c'est lui dire au revoir. Tout ton temps, vous avez tout votre vie. Et tout ce que tu veux.
verront tout ce que vous dites. Et vraiment, ce sera fait. Très bien. Devant lui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es d'accord pour monter dans la vie? Toi, est-ce que tu es prêt? Tu es d'accord pour qu'il Oui, parce que comme ça, je vais te l'équilibre. vont monter tous les deux? Alors, laisse venir à ton esprit un nuage de lumière. Voilà, lumière. Ok, ça y est. Et ton esprit, lui, il reste connecté à la lumière. Et comme ça, il montre la lumière. Ils sont en train de monter. Très, très bien, quand tu les accompagnes. Ton esprit, il reste connecté à la lumière. Tout le temps qu'elle est là. Oui, très, très, tout le temps. Quand la lumière aura fini de faire ton toi, sera bientôt ramené présent chez vous. Vous avez tout. Oui, très, très bien. Oui, reste quelques instants comme ça. Très, très bien. Je ris parce que la main est bloquée. Et en fait, Je ne peux pas la descendre. voilà, c'est la lumière qui fait tant qu'elle vous maintient la main pour qu'elle puisse faire C'est incroyable, elle est complètement bloquée comme un mur. Oui, ils sont dans ton corps, ça se passe. Dans le tout. J'ai l'impression que la lumière me nourrit. C'est exactement ça. C'est fou. Encore libéré de tension physique déjà. Ah oui, j'ai plus du tout le truc ici, là. J'ai l'impression que c'est fluide. Ouais. J'ai l'impression que, fou. Donc la main, elle est toujours bloquée. Et en fait, on devient observatrice. Moi, je suis plus dans l'émotion, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui se passent. Ouais. C'est fou, ça. Oui. La main, elle est bloquée encore. Et j'entends un peu dans ton ventre. Oui, ça a fait des loups. Voilà, je pense pas que ça passera dans le micro, mais Oui, il y a des loups, c'est sûr. Et j'ai l'impression que là, ça pétille dans l'eau. Ah, ça fait comme si ça pétillait. Ah, j'ai la main qui commence à bouger. voilà. Ouais. C'est impressionnant. Waouh. Wow. C'est extraordinaire. Ouais. Merci, 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 merci. à toi. Oh. C'est-à-dire que quand tu fais ça, c'est parce que tu as une sensation là. Ouais. Et cette sensation-là, elle est associée. Ah oui, La c'est preuve, fou. c'est que là, tu l'as ressenti à l'intérieur de toi. Eh ben oui, Et à cet endroit-là. c'est extraordinaire. Et ça veut dire que physiquement, il y avait des tensions dans ton corps à cet endroit-là. Ouais. Et que elles sont là. D'ailleurs, on a vu, c'est pour ça qu'on a vu, waouh, comment c'est. Mais tu vois, enfin, ce qui est super bluffant et ce qui est super intéressant dans ce que tu fais, et j'espère que ça va servir aux gens, c'est que, en fait, quand tu m'as dit, est-ce que tu as un deuil à régler, tu m'as parlé de est-ce que je voulais témoigner si j'avais quelque chose, et je me suis dit, bah non, moi j'ai rien. Puis après, je me suis dit, ah bah oui, mais en fait, on a l'impression que nous, on n'a pas de problème de deuil. Moi, j'ai essayé autour de moi de savoir s'il y avait des gens qui étaient. Et les gens ils m'ont dit non, 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 pas de problème. En fait, ça veut dire qu'il y a 25 ans, on peut traiter un truc d'il y a 25 ans et qui est toujours là. Enfin, c'est
quand on pose la question aux endeuillés, il y en a qui vont nous dire, la moitié, qui sentent la présence du défunt, soit en le voyant, parfois en envoyant l'image, soit en lui parlant, je lui parle parfois, soit en le ressentant. Ce qui montre bien cette capacité à être en présence, tout le monde, on a tous cette capacité. Et simplement, la personne peut s'y mettre en contact, simplement, nous, en tant que praticien, on peut lui poser la question, et si vous sentiez la présence, c'est-à-dire que si elle s'autorisait à le faire, et là, notre client va nous répondre. C'est comme ça qu'on peut faire ces protocoles. Et tous ces impacts, du coup, eh ben, ils peuvent complètement se libérer, puisque c'est que du processus, et en entrant en action au temps présent, eh bien, on peut retourner à cet état originel. On a évolué, on est différent, parce qu'on a de l'expérience, mais on peut se libérer de ces impacts, fussent-ils aussi importants que celui dont on parlait avec le syndrome du jumeau perdu. Et c'est pour ça que, par exemple, Anne-Laure nous dit, grâce à cette séance d'hypnose, j'ai vu mon frère jumeau monter définitivement dans la lumière. Et je me suis senti aussitôt comme libéré d'un poids qui ne m'appartenait pas. Et depuis 15 jours, je n'ai ressenti aucune pulsion alimentaire, puisque c'était sa demande. Et donc, quand on fait ce protocole libératoire, eh bien, la personne va bien. Ça confirme que c'était un syndrome du jumeau perdu, puisque c'est bien en faisant le deuil du jumeau que la personne s'est libérée. Et maintenant, même qu'elle est libérée de ça, si elle avait des croyances limitantes, par exemple sur je ne suis pas capable de faire des choses, mes projets ne vont pas jusqu'au bout, et bien là, elle peut aller dans des projets, elle peut même aller dans du développement personnel pour acquérir des capacités, pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire. Et s'il subsiste encore des problèmes, peut-être qu'il y avait un impact supplémentaire. Par exemple, il y a eu j'ai perdu un jumeau parce que il y a eu un avortement. Et c'est mon jumeau qui est mort au moment de l'avortement. Et il y a une croyance aussi qui vient du fait de l'avortement. C'est-à-dire, je n'ai pas un enfant désiré. Ce n'est pas la perte du jumeau. Alors, il y a un gros impact par la perte du jumeau, mais il peut y avoir aussi un impact du fait de ne pas avoir été désiré, et voire même qu'il y a eu l'idée de la part de la maman de me supprimer. Donc, c'est un autre travail. Et s'il y a encore un problème, ça peut être aussi, il y a une autre origine, ce n'est pas un syndrome du jumeau perdu. Si vous êtes intéressé pour la technique sur le deuil, j'ai écrit un petit livre là-dessus, Lumière sur le deuil, vous le trouvez partout, c'est même en e-book sur Amazon, dans toutes les librairies, et j'explique toute cette technique et même tout ce protocole.